Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Début décembre, la Commission de l'aménagement du territoire du Sénat a organisé une table ronde sur le canal Seine-Nord-Europe. Cette infrastructure, qui est un enjeu majeur pour le développement des départements de l'Oise, de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais, est très soutenue par l'ensemble des élus des Hauts-de-France de façon transpartisane. Le canal, je le rappelle, doit coûter 4,5 milliards d'euros et son financement est réparti entre plusieurs acteurs, 1,8 milliard pour l'Union européenne, 1 milliard pour les collectivités, 1 milliard pour l'État et 700 millions par emprunt. Reste que le Premier ministre Édouard Philippe est lui plutôt opposé à ce projet. Édouard Philippe, maire du Havre. Résultat, tous craignent un fort désengagement de l'État. Retour donc à cette table ronde qui s'est tenue au Sénat au mois de décembre. Aujourd'hui, pourquoi la voie d'eau sur cette partie du territoire ne marche pas? Parce que ça ne marche pas aujourd'hui. On n'est pas à la hauteur de nos différents concurrents européens. Quand vous allez de Paris à Lille, par exemple, ou à Dunkerque, par la route, vous prenez votre voiture, vous êtes sur l'autoroute en quittant le périphérique jusqu'au péage de Senlis. Ensuite, vous continuez jusqu'au péage de Fresnes-lès-Montauban, vous arrivez à Lille. Sur la voie d'eau, c'est pas pareil. C'est comme si vous aviez l'autoroute jusqu'au péage de Senlis, ensuite vous prenez une départementale, et ensuite vous rejoignez l'autoroute au péage de Fresnes-lès-Montauban jusqu'à Lille. Voilà pourquoi la voie d'eau, aujourd'hui, sur cette partie du territoire, ne permet pas d'avoir les containers, ne permet pas d'avoir les péniches de 130 mètres. Voilà la raison. Et les 107 km, c'est l'autoroute entre le bassin de la Seine et le canal du Nord. C'est l'autoroute entre ces deux péages. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Donc l'intérêt, il est très clair. Je vais parler de chiffres. Alors quand un politique parle de chiffres, tout le monde se méfie, je comprends. Mais là, ce sont les industriels qui le disent. Les travaux du canal, c'est 7, 8, 10 000 emplois. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est après l'ouverture du canal. Tout ce qu'il y a comme connexion, avec notamment les ports intérieurs, sans même parler de Dunkerque, tous les ports intérieurs qui sont dans la région. Et l'autre aspect, ce sont les plateformes logistiques. C'est là qu'est l'emploi. Les plateformes logistiques, elles seront au nombre de 4. Il y aura Noyon, il y aura Nesle, il y aura Péronne et il y aura Marquion. Et là, les uns et les autres n'attendent pas seulement la décision, ils attendent de pouvoir s'organiser pour savoir quel sera le montage juridique et financier de ces plateformes, mais surtout pour bâtir, pour construire et pour attirer les emplois. C'est ça tout l'intérêt. Je le dis très clairement, il n'y aura pas, au moins dans le demi-siècle qui vient, de projet aussi structurant pour la région des Hauts-de-France. Donc soit ce projet voit le jour rapidement dans les temps et nous permet de retrouver une dynamique économique. Autrement, on sera toujours à essayer de faire le mieux possible pour que cette région ne s'enfonce pas, mais puisse se redresser. Mais ce n'est pas la même chose avec et sans le canal. Mais il y a une autre question qui est posée. L'État aménageur, est-ce que ça existe encore? Il y a une autre question qui est posée. Est-ce que pour Paris, il y a une région entre Paris et la frontière belge et l'Angleterre? C'est une vraie question, avec les choix d'aménagement qui sont faits depuis maintenant quelques temps. Je le dis très clairement, j'ai passé l'âge de la politique politicienne, j'y ai pris du plaisir, ça n'est plus du tout le cas. Je ne cherche querelle à personne, mais je tiens juste à ce que les engagements soient respectés. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est un vrai scandale. Un vrai scandale. 3 présidents de la République, 2 en exercice et un candidat, ont indiqué que ce projet se ferait et ne serait jamais remis en question. Et on s'est aperçu à l'occasion de la pause décrétée, c'est que ce projet était en danger de mort. Parce que le temps qui passe, c'est l'ennemi de ce dossier. Parce qu'il y a des acquisitions à faire, il y a des marchés à passer, il y a des études à réaliser. Et il y a une Europe qui commence à en avoir marre des atermoiements français. Ce sujet, tout le monde s'accorde à dire qu'il est essentiel. Ce projet, tout le monde s'accorde à dire qu'il est essentiel. Et pourtant, il a failli disparaître. Et il a fallu, je l'assume, c'est pas très honorable, mais je l'ai fait aussi avec les présidents de conseils départementaux, dont l'un notamment qui était en activité à ce moment précis, Michel Dagbert, là aussi, regardez, on a mis de côté la politique politicienne chez nous pour dire, voilà, ce projet, il est important sur nos territoires. Et donc on a obtenu, à l'issue d'un bras de fer, qui n'est pas très honorable, mais imaginez quand même qu'il fallait en arriver là, profiter de l'avenue du président de la République à Amiens avec une manifestation d'élus, de convoquer nous-mêmes un conseil de surveillance, ce n'est pas notre rôle, pour qu'on accepte de dire, d'accord, vous le prendrez. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une discussion à la loyale. Et je le dis devant vous. Je le dis en tant que président du conseil de surveillance de la société de projet.
Parce que nous avons indiqué qu'il y avait des lignes rouges que nous ne pouvions pas franchir. L'engagement financier des collectivités locales aussi important que celui de l'État. 1 milliard. Vous connaissez le projet de financement entre les 2 milliards de l'Europe. Et ensuite, la question de l'emprunt. 776 millions d'euros. Nous avons indiqué, je le rappellerai en quelques instants, que les collectivités locales étaient même prêtes à financer, à préfinancer le canal parce que l'État avait des difficultés budgétaires pendant les 2-3 premières années. Nous faisons le banquier de l'État à la place de l'État. Nous avons indiqué que nous étions prêts à garantir l'emprunt. Le garantir, pas le payer, mais le garantir, de façon à ce que ça ne rentre pas dans les différentes règles maastrichtiennes, comptables, budgétaires, ce que vous voulez, pour l'État. Et ensuite, on nous a dit, d'accord, très bien, prenez, c'est la régionalisation. Mais là, aujourd'hui, je le dis, l'État ne joue pas franc jeu avec nous. L'État n'est pas réglo avec nous. C'est un ancien assureur qui parle, il faut toujours se méfier des petites lignes et des alinéas. Non, je suis très sérieux. Et là, aujourd'hui, l'État est en train de complètement se défausser, en nous disant qu'il ne restera pas, contrairement à ce qui avait été dit, dans la société de projet en tant qu'administrateur et qu'il se retire. Il y a encore un État aménageur. D'autre part, je ne demande pas d'argent en plus. Je ne fais pas partie de ceux qu'on pourrait taxer parfois de mendiants ou de pleureuses. Je demande juste à ce que les choses soient claires. L'Europe verse en 2 tranches, en 2 parties. Une tranche conditionnelle. Et on me dit, vous voulez le canal, débrouillez-vous. Parce que le milliard supplémentaire de l'Europe, pour qu'il soit là, il devrait être là, c'est vous qui l'assumez. Je ne demande pas à l'État de payer à la place de l'Europe, mais comme ce sera des discussions d'État à Europe, expliquez-moi de quelle façon le Conseil régional et les conseils départementaux vont pouvoir porter cette parole sur une discussion qui leur échappe. Eh bien oui, je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance. Je ne demande pas d'argent en plus. Je demande juste que ces garanties, clairement, soient là. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Et j'avais indiqué que nous étions prêts à prendre, mais qu'il fallait qu'il y ait un accord sur les recettes. Parce que, ça a été dit tout à l'heure, mais le milliard d'euros de l'État n'est plus financé avec des crédits budgétaires. Et donc il va y avoir une nouvelle recette, appelez ça comme vous voulez, taxe ou impôt, c'est la même chose, mais avec une assiette régionale. Donc comme c'est une assiette régionale, quand même demander à ce que l'on soit associé. Et là, dans les groupes de travail, on nous dit, vous allez être associé, mais il n'y aura qu'un choix. Ça, c'est pas possible. Alors, l'occasion m'est donnée de mettre ça sur la place publique. Parce que maintenant, on nous dit qu'il doit y avoir un arbitrage au niveau politique. Je le souhaite, mais qu'on ne nous roule pas dans la farine. J'ai toujours indiqué que nous étions prêts à prendre ce projet, mais pas à n'importe quelles conditions. L'État endosse un gros risque, car en ne jouant pas franc jeu, en revenant sur les engagements pris une fois de plus, la vraie question qui est posée, c'est de savoir si l'État veut encore avoir un rôle aménageur, oui ou non. Est-ce qu'il y a un véritable aménagement du territoire dans ce pays? Est-ce qu'il y a également, je tiens aussi à le dire, du respect des collectivités locales? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Ou est-ce que l'avenir, ça sera juste les investissements dans la technologie? Ou est-ce que les infrastructures en dur, ça compte aussi? On a pris plus que notre part, mais je demande tout simplement à ce qu'on soit respecté. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette intervention très claire. Donc, j'ai déjà un certain nombre de demandes de parole. Alors, le hasard, mais c'est peut-être pas un hasard, fait que j'ai 2 élus normands qui ont demandé la parole. Je rappelle que je mets ma normanditude entre parenthèses en tant que président de commission. Et donc, c'est le hasard qui fait que la parole doit être donnée en premier à Madame Tocqueville qui l'a demandé. Première à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président de la région des Hauts-de-France. Je comprends vos propos, je comprends aussi votre colère qui s'exprime parce que c'est l'intérêt de la région que vous présidez et bien évidemment lorsqu'il s'agit de la défense de nos territoires, eh bien nous sommes passionnés. Donc ça je le comprends tout à fait. De la même façon, en tant qu'élu de Seine-Maritime, je vais aussi défendre le territoire que je représente. Alors, j'avais interrogé Madame la Ministre déjà concernant le canal Seine-Nord lorsque nous l'avions auditionné
Et je lui avais fait part des inquiétudes que cela suscite en Normandie, mais enfin en Seine-Maritime tout particulier, pour le devenir du port de Rouen, premier port céréalier d'Europe, pour le port du Havre aussi. Alors j'ai bien compris que lorsque j'ai entendu Monsieur Buisset concernant le développement de la région, en particulier dans le domaine de l'agriculture, vous y voyez, vous, des perspectives de développement très importantes, et c'est tout à fait vrai. Maintenant, cela suscite les inquiétudes des agriculteurs, c'est nos marins, puisque Port de Rouen est premier port céréalier, et à vos attentes correspondent des inquiétudes qui sont proportionnelles. Vous disiez tout à l'heure que cela conditionne aussi le regard des électeurs. Je veux juste vous rappeler que la commune de Flamanville, qui est la commune sans doute la plus riche de France, a émis un vote extrémiste très important. Donc je crois qu'il ne faut pas toujours lier les deux situations, c'est-à-dire le désert économique, les inquiétudes économiques et la réaction des électeurs. Voilà. La ministre avait répondu partiellement concernant ma question sur l'aménagement des plateformes multimodales qui conditionnent précisément la desserte des ports de Rouen et du Havre. Monsieur Rolin a donné des précisions qui peuvent nous inquiéter sur le devenir de ces aménagements. De la même façon, je souhaiterais revenir sur le dégagement des ressources dédiées qu'il nous semble indispensable de préciser aujourd'hui. Et en tout cas, je voudrais finir par une question à Madame Dizinski, puisque vous nous avez dit que cela n'aurait pas d'impact sur les ports normands. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment? Parce que à ce jour, nos inquiétudes ne sont pas levées. Je vous remercie. On va prendre une série de questions. Et puis, alors, je donne la parole à Monsieur Chaise, pour pas qu'il y ait trop de Normands à la filée, ça va sentir le traquenard. Mais j'ai bien noté la demande de parole de Monsieur Revet. Je donne la parole à Monsieur Chaise. Merci, Monsieur le Président. Oui, deux questions de précision. La première question, c'est de savoir quel est l'objectif réaliste de mise en service de ce canal. Donc, au cas où, justement, tout se débloque. Et la deuxième question, c'est a-t-on chiffré les retombées, justement, économiques liées à la construction de ce canal? Et est-ce qu'on pourrait avoir, effectivement, une vision de ces retombées? Merci. Merci. Monsieur Manable. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, Christian Manable, donc sénateur de la Somme. Moi, je voulais dire que depuis l'origine de ce projet d'infrastructure, la grande majorité des élus et des acteurs économiques du département de la Somme se sont prononcés favorablement pour ce canal parce qu'ils y voient véritablement un axe de développement dans un département qui est particulièrement touché par les difficultés économiques et sociales. Et d'ailleurs, c'est à ce titre que lorsque j'étais président du département, avec d'autres, et notamment ici avec mon voisin de table, mais aussi mon voisin géographique sur la carte des Hauts-de-France, nous nous sommes engagés. Les départements, quand on sait les difficultés financières que connaissent les départements, la Somme s'est engagée par exemple pour 70 millions d'euros et d'autres départements pour des sommes plus élevées. Parce que nous croyons en ce canal et parce que nous en avons besoin. Besoin comme facteur de développement économique, mais aussi pour l'emploi. Pour l'emploi pendant le chantier, mais aussi après, puisque sur les 4 plateformes qui vont jalonner ces 107 km de canal à grand gabarit, 2 se situent dans la Somme. Et une notamment qui joue un rôle au niveau du transport des céréales, et justement des céréales en direction du port de Rouen, qui est le premier port exportateur de céréales en France. Donc, véritable besoin économique et social pour ce canal. Et puis je voudrais terminer pour dire 2 choses. Si, par malheur, ce canal ne se réalisait pas, je crois qu'on serait la risée de l'Europe. Parce que quand on arrive à décrocher 42% de financement, c'est-à-dire à hauteur de 2 milliards, ce qui est quand même assez exceptionnel, eh bien, et que l'on n'aboutirait pas, et que l'État, en quelque sorte, ne serait pas un élément facilitateur pour faire aboutir ce canal, on passerait vraiment pour être ridicule auprès des autres partenaires européens. C'est un projet qui est régional, mais c'est un projet qui est national, c'est un projet qui est même international. Et enfin, si vraiment ce canal ne se réalisait pas, il y a une autre
un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est la gabegie d'argent public. Parce qu'à ce jour, il faut savoir que l'A29 a été surbaissée pour pouvoir permettre à un pont canal de le franchir. Ça a coûté quand même une certaine somme d'argent. Qu'il y a un aménagement foncier. Et là, en tant qu'ancien président du département, je suis bien placé pour savoir qu'à l'époque, c'était la plus grande opération d'aménagement foncier de France. 63 communes concernées. Et ajouter à ça aussi les fouilles archéologiques préventives. Bref, ça fait déjà beaucoup de dépenses. Alors si ça ne se faisait pas, ça serait vraiment très regrettable. Merci beaucoup. Je vais vous demander, comme on a de plus en plus de demandes de parole, d'être vraiment bref et concis et de limiter votre propos au maximum à 2 minutes. Monsieur Jacquin. Merci. Je vous félicite pour cette présentation à plusieurs voix parfaitement accordées. Je ne suis pas un sénateur de la région Nord, d'une région voisine, et je vais réagir à la question qui nous est posée de la place de l'État aménageur. Je pose une interrogation. L'État aménageur à l'heure des grandes régions, qu'est-ce que ça signifie ? Je vois qu'il y a un grand nombre de régions qui s'intéressent de plus en plus aux grosses infrastructures devant la situation financière de l'État et qui tendent à s'y substituer. Les très nombreuses régions qui se portent d'ailleurs volontaires pour reprendre le dossier en faillite de l'écotaxe à la française, les placent dans une situation particulière par rapport à ça. Et cette question, j'ai envie de la poser à Monsieur Rolin, qui représente ici l'État. Puis si Monsieur Bertrand veut y réagir, ce serait parfait. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bacher. Oui, Monsieur le Président, en tant que sénateur de l'Oise, ayant participé largement à ces discussions financières avec les différents collègues autour de Xavier Bertrand, lorsque nous sommes allés faire le coup de force, comme le président Bertrand vient de le dire, moi je suis très inquiet effectivement sur la place de l'État aménageur, parce que au départ, l'État devait mettre 1 milliard d'euros budgétaires et puis trouver une taxe affectée pour financer l'emprunt. Et puis finalement, la taxe affectée, ça remplace le milliard d'euros. Et puis l'emprunt, il n'est pas financé. On revient au problème qui avait justifié de la pause décrétée par l'État cet été. Donc l'État n'est pas là. L'État ne semble pas là non plus, effectivement, au Conseil de surveillance. Il démissionne complètement de société de projet qui ne parle pas de l'exploitation derrière. Et donc, quel est le rôle que l'État veut jouer derrière en termes d'exploitation de ce canal ? Autre question, c'est effectivement, le président Bertrand l'a souligné, il y a aujourd'hui 720 millions d'assurés à peu près de l'Europe, et quid du milliard 3 qui manque ? C'est un projet à 4,8 milliards. Il y a 1 milliard des collectivités, on s'y est tous mis, l'Oise pour 100 millions. Comment on fait alors que l'État n'est ni au conseil de surveillance, ne s'en occupe plus et nous promet 1,3 milliard ? Voilà quelques questions simples. Et une dernière remarque, ce n'est pas un projet seulement de la région Hauts-de-France. C'est l'erreur majeure, je crois. C'est d'abord le canal qui permet de desservir aussi l'Île-de-France et la région Normandie. Et c'est toute la façade maritime de l'Europe, si on essaye de raisonner au-delà de notre petite soupe, dans notre petite marmite, sur notre petit feu, c'est toute la façade maritime de l'Europe qui est l'enjeu majeur d'aménagement. Et donc, c'est tout cela dont il s'agit. Et quand on connaît, comme nous tous qui venons du Nord, justement, moi de Senlis, du péage, on sait les difficultés et tout le trafic qui est complet sur les voies de chemin de fer, les voies routières, il n'y a plus que le canal aujourd'hui pour desservir la croissance. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Madame L'Herbier et ensuite on répondra à cette première série de questions, sachant qu'il restera encore derrière près d'une dizaine de demandes de parole. Donc Madame L'Herbier. Oui, monsieur le... Je souhaite prendre la parole en tant qu'élu du Nord, mais pas seulement, et surtout insister comme mon collègue sur l'intérêt national. Intérêt de la région, disait madame, mais intérêt des gens. Remettons un peu d'humain derrière tout ça. Derrière tous ces emplois, 10 000 emplois immédiats, des gens qui sont en train d'attendre du travail, qui sont en train de chercher désespérément de travailler. Là, on leur propose 10 000 emplois. De l'humain, mes collègues. Essayez de voir derrière tout ça les projets
de familles, etc. par rapport à ça. Et puis par la suite, des projets économiques. Tout à l'heure, Madame parlait de Roquette, Bonduelle, Le Safre, des tas de projets dans ces entreprises, mais ils ont besoin de bouger. Air, mer, eau, il faut absolument que la France se bouge dans le commerce international. On est dans la mondialisation et nous, on va se quereller pour des bouts de régions, les unes par rapport aux autres. Ça fait vraiment mesquin, je trouve. Je tenais à vous le dire. Merci. Je suppose que M. Bertrand a une petite chose à dire, et puis les autres intervenants. Je vais essayer de faire le plus court possible. L'exploitation du canal, bien évidemment, VNF est candidat. Moi, je le dis aussi très clairement, vous avez compris que je ne m'encombrerai pas. Je voudrais être sûr de la motivation de VNF. Elle est forte, mais comme en amour, la politique. Déclaration, c'est passé. C'est l'épreuve. Non, je le dis. Je n'ai pas d'exploitant de rechange, mais c'est une question ouverte que je pose. Qui sera l'exploitant le plus engagé? Et ça ne dépend pas seulement de VNF. Ça dépend aussi de la position de l'État. Ça dépend aussi de la position de l'État. Jusqu'à maintenant, sur ce dossier, je n'ai pas senti un engagement à 110% de la part des différents acteurs. Peut-être était-ce dû à l'État, je n'en sais rien. Aussi, attendez, je veux le dire, les sujets, les problèmes ont éclaté avec la pause, mais ça n'est pas lié à ce gouvernement ou à la seule élection du président Macron. Je tiens aussi à le dire. Parce que autant les politiques se sont toujours engagés, je reste persuadé, comme disent les jeunes, que la technostructure ne calcule pas ce projet. Et en plus, je le reprends, ça a été dit, ce n'est pas un projet pour faire plaisir à la région et aux gens des Hauts-de-France. C'est un projet national. Le président de la République, alors candidat, avait dit qu'il y a 2 projets qui ne souffriraient aucun retard. Lyon-Turin, Canal Seine-Nord-Europe. Donc ce n'était pas un dossier régional, je tiens bien à l'indiquer. C'est ça qui est aujourd'hui, à mon avis, bien à prendre en compte. Donc sur la question de VNF, je dis, sur la question de l'Europe, l'engagement de l'Europe est clair. La seule chose, c'est qu'il y a des élections européennes entre deux. Et donc on est sur la deuxième tranche, sur la deuxième partie de l'enveloppe. Nous savons que sur cette enveloppe globale, il y aura une réduction d'à peu près 10 milliards d'euros sur l'ensemble des financements. Pourquoi ? Déjà, à terme, vous n'aurez plus non plus la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, il y aura une réduction des crédits. C'est l'un des projets prioritaires pour la Commission européenne, en pensant qu'en Europe, des projets de cette envergure, il n'y en aura pas 10 000, et ils y croient vraiment. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'initiative de Dominique Riquet, qui fait un énorme travail au Parlement européen sur cette question, les fonctionnaires directement en charge du dossier, qui là, on dit très clairement, c'est que maintenant, nous avons besoin de crédibiliser pas seulement l'intention, la motivation de la région et des départements, mais de bien montrer aussi ce que nous engageons sur les différents appels d'offres, et pas seulement sur les acquisitions, et avec un coup de pioche qui doit se réaliser au début 2019. Après, il sera trop tard. S'il n'y a pas ça, la Commission dira, bon, ok, les Français maintenant, c'est bon, on a compris, vous en parlez beaucoup, vous ne voulez pas le faire, et on retirera. Mais sur la deuxième partie de l'enveloppe, monsieur le sénateur, c'est qu'elle est prévue, elle sera engagée, mais si pour une raison X ou Y, elle ne l'était pas, alors là je le dis, ce n'est pas la région et les départements qui peuvent garantir ce qui relèvera d'une discussion d'État à Union européenne. À la limite, on nous dirait c'est vous qui allez discuter. Je ne sais pas si on est des bons avocats, mais là on ne peut pas, alors que c'est d'autres qui vont discuter pour nous. C'est ça le vrai sujet. Et ça aujourd'hui c'est l'un des points sur lesquels les groupes travail technique, vous l'avez voulu le canal, débrouillez-vous avec l'Europe. Ce n'est pas convenable. C'est pas convenable, je tiens à le dire. Donc, après, pour bien montrer que ce n'est pas seulement un dossier seulement des Hauts-de-France, le Conseil départemental des Yvelines nous a indiqué qu'il participerait financièrement à cette opération, à hauteur de quelques dizaines de millions d'euros. Le président Bélier me l'a confirmé, on doit justement valider. Les Hauts-de-Seine, le président du Conseil départemental m'a aussi indiqué qu'il était intéressé pour s'impliquer dans ce dossier. De quelle façon je veux voir avec lui, je ne veux pas parler en son nom, ce qui montre bien qu'il y a aussi, pardonnez-moi, la participation du Conseil régional d'Île-de-France, qui pourrait aussi avoir des griefs dans ces discussions avec l'État, qui a dit on continue et on participe à ce dossier. Et pas seulement de façon symbolique, ce qui montre bien qu'on est sur un projet beaucoup plus large, parce que je crois que c'est un véritable débouché pour tout le monde. La question que posait également le sénateur Jacquin, sur la question de l'État aménageur, je le dis aussi très clairement, on peut se poser une question. La DATAR, devenue le CGET, qui n'est plus rattaché au Premier ministre, mais la cohésion des territoires, excusez-moi, ça en dit beaucoup. J'ai eu l'occasion, certains parlementaires étaient là quand le président Macron est venu à Amiens, qui avait un déjeuner républicain. Je lui ai dit, mais sur tous nos dossiers,
pas seulement celui-ci. Avec qui on parle, Monsieur le Président? Il me dit, sur les sujets de cohésion du territoire, vous en parlez avec Jacques Mézard, d'accord? Sur les sujets de transport, avec Elisabeth Borne. Et là, j'ai commencé à faire ça. Il me dit, pour le budget, avec Gérald Darmanin. Et ensuite, pour les questions d'intérieur, de collectivité locale, avec le ministre de l'Intérieur. J'ai dit 4 interlocuteurs, nous n'avons donc pas d'interlocuteur. Il faut qu'il y ait un interlocuteur. Si c'est la volonté de l'État, excusez-moi, c'est donc transversal, c'est donc forcément au niveau des services du Premier ministre. Et je ne reviens pas sur ce qui s'est passé il y a quelques jours avec le patron du CEREMA, qui en dit long aussi, parce que c'est quand même un rôle d'ingénierie que doit assumer l'État. Et pourquoi il est parti, posez-lui la question. Donc on est aujourd'hui confronté à ça. Et c'est même plus un problème droite, gauche, centre, en marche, extrême haute, c'est plus ça le sujet. C'est est-ce que l'État a encore des projets au-delà des investissements dans le numérique, dans la technologie? Parce que la question est aussi celle-là. Dans quoi on a de l'avenir? Moi, je reste persuadé, il faut de la finance, il faut de la technologie, mais il faut aussi de l'industrie, il faut aussi du transport, il faut aussi de l'agriculture, il faut aussi de l'agroalimentaire, il faut des artisans, il faut de la construction, il faut du bâtiment. Il faut en même temps les deux, en même temps. Alors que là, on nous donne le sentiment qu'on est parti juste sur une direction. Sur la question, Madame le rappelait, de la risée de l'Europe, oui, bien évidemment. Alors, ils ont vu qu'il y avait un changement, donc les collègues m'ont porté à la présidence du Conseil de surveillance société de projet. Depuis que nous avons repris, la 3e réunion se tiendra le 21 décembre, et on avance à nouveau. Mais on avance à nouveau, et qu'en parallèle, les groupes de travail techniques, mais là maintenant je demande, et j'en profite devant vous, à avoir aussi maintenant des réunions politiques où je jouerai la totale transparence avec vous pour vous dire exactement où on en est. Excusez-moi, c'est l'avantage d'avoir été de l'autre côté de la barrière. Je sais quand on a vraiment envie et quand on n'a pas vraiment envie. Pour l'instant, j'ai le sentiment et je réclame que l'État soit un partenaire loyal. J'attends la confirmation de cela. Il y a eu la lettre du Premier ministre, j'attends la confirmation. Et encore une fois, nous sommes prêts à prendre, mais on ne peut pas prendre de n'importe quelle façon. Nous ne sommes pas riches. Je n'ai pas trouvé de planche à billets dans les sous-sols du Conseil régional comme les départements n'ont pas trouvé de planche à billets. Et on pourrait très bien dire, en plus, on fait la grève parce qu'on attend que l'État s'occupe de régler d'autres factures. Non, on est concentré là-dessus. Je demande à avoir en face de nous un partenaire loyal, rien de plus. Madame la sénatrice, et Charles Revet, pourrait faire la même intervention. Je crois qu'il ne faut pas que l'on pense que l'on se fait concurrence les uns les autres. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et le discours du Premier ministre est intéressant à ce titre. Il faut qu'on se parle et qu'on bosse ensemble. Parce que les ports belges, les ports néerlandais, eux, à chaque fois, ils ne regardent pas s'ils sont concurrents, ils voient bien que leurs concurrents sont ailleurs et sont par exemple en France. On a une carte à jouer, parce que même si ce canal a une vocation européenne, je l'entends bien. Je crois que VNF a parlé aussi de toute la logique Senesco. C'est qu'ils ont aussi des sujets devant eux. Quand vous allez à Anvers, je me suis rendu sur place, le port d'Anvers marche très bien. Pourquoi? La gouvernance, diront certains? Oui, peut-être. Peut-être. Pas les ports d'État. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'ils ont une autoroute pour arriver au port, le canal Albert. C'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Et c'est ça qui va apporter. Mais d'un autre côté, ce n'est pas à vous que ça va prendre. Ou alors, excusez-moi, j'aurais très bien pu m'élever sur les projets du Grand Paris, un Grand Paris qui allait jusqu'à Rouen et jusqu'au port du Havre. Jamais vous m'avez entendu là-dessus. Parce que je pense qu'on a beaucoup plus intérêt à se parler et à bosser ensemble une perspective ouverte par Édouard Philippe, plutôt que de se regarder en chien de faïence. Parce que les Belges et les Hollandais, de toute façon, les Français continuent à nous refaire le village d'Astérix et leur esprit gaulois. C'est pas ça qu'on doit faire. C'est au contraire dire qu'il y a une nouvelle donne, et que ce soit Dunkerque, que ce soit Le Havre, que ce soit aussi Marseille, qu'on voit pour avoir une vraie stratégie portuaire. Le discours ouvre cette perspective. Allons dans cette direction et n'ayons pas peur des efforts d'investissement faits par les uns et par les autres. Et puis, si je peux me permettre, je connais le rang des différents ports. Mon Dieu, Dunkerque peut prendre du volume, et si je fais prendre du volume à Dunkerque, c'est parce qu'on sera capable de dire à des investisseurs internationaux, si vous voulez investir dans le nord de l'Europe, le hub, ce sont les Hauts-de-France. Mais pas pour rester seulement dans les Hauts-de-France, pour aller sur, bien évidemment, le bassin de la Seine, ou pour irriguer l'ensemble du territoire. C'est ça aujourd'hui qui m'intéresse. L'idée ne c'est pas de se partager un gâteau avec des parts plus petites pour les uns et les autres, c'est d'avoir un gâteau plus large et de pouvoir développer l'activité pour l'ensemble de notre pays. Et encore une fois, Dunkerque ne sera pas demain Le Havre, ce n'est pas sa vocation, c'est de prendre des parts de marché avec notamment des chargeurs de la région qui ont pris d'autres habitudes depuis longtemps, et c'est de leur dire, avec le canal et le port, privilégiez, ayez le regard sur ce qu'offrent justement les ports des Hauts-de-France, parce qu'il n'y a pas seulement Dunkerque. Voilà un peu la position. J'ai été long, mais je ne suis pas sûr d'avoir oublié grand monde. Merci beaucoup. Monsieur... Mise en service 2025. Monsieur Guimbaud, vous répondez aux demandes de preuve d'amour du président Bertrand.
Écoutez, moi, je ne faisais pas ça pour avoir le dialogue avec le représentant de Non, mais l'État ici ou avec VNF. Moi, chacun peut répondre aux questions C'est vous le posées. président. Non, mais je pense que j'ai expliqué dans mon premier prise de parole tout à l'heure à quel point effectivement ce canal était un élément d'un ensemble qu'on appelle Senesco, mais pour ne pas trop les termes, on a bien montré à quel point il était totalement intégré dans ce fonctionnement. Donc il y a un intérêt effectivement dans une vision logistique du quart nord-ouest de la France, fluvial, on a intérêt à ce qu'un exploitant et un mainteneur coordonné, organisé, pilote cet ensemble-là. Ça me paraît assez évident et je pense que les équipes aujourd'hui et les preuves, j'espère les fournir et continuer à les fournir au président, les équipes de VNF sont d'ores et déjà sur ces sujets-là, je l'évoquais tout à l'heure, nous validons des dossiers, etc. etc. Donc nous sommes extrêmement proches de la société de projet et nous faisons en sorte que ça avance le plus vite possible. Oui, j'en prie. J'en profite alors. On a un exercice budgétaire, les plafonds d'emploi chez VNF, la baisse du nombre d'emplois disponibles chez VNF. Comment, dans ces conditions-là, je le dis devant Valérie Létard qui a déposé un amendement en commission qui était jugé irrecevable sur juste un transfert, pas un alourdissement des charges. J'ai le souvenir de ce qu'est l'article 40. Cet amendement a été déclaré irrecevable. Le débat revient ici au Sénat, si je ne me trompe pas, le 8. Comment vous pouvez nous garantir que nous aurons bien les emplois disponibles comme prévu pour les affecter au fonctionnement de la société de projet? Ou est-ce que l'État va réserver un avis favorable à l'amendement déposé par Valérie Létard et porté également par d'autres collègues? C'est une question très concrète. Parce qu'autrement, vous savez, il y a différentes façons d'étrangler les gens. Soit sur la place publique, soit discrètement et sournoisement. Si nous n'avons pas les emplois, on va avoir du mal à avancer et avoir le premier coup de pioche en 2019. Excusez-moi, vous me donnez cette occasion de mettre tout sur la place publique. Peut-être pas les usages, mais j'en ai marre des usages quand ils nous bloquent. Je ne sais pas si vous pouvez répondre, M. Gombault, sur ce point précis. J'imagine que c'est compliqué pour vous. Pas grand-chose. Bon. C'est pas VNF qui détermine le plafond d'emploi. Vous l'avez compris. Monsieur Rollin, peut-être. Comme l'État était de manière légitime largement cité, je pense que vous avez peut-être quelques éléments à apporter en complément de votre intervention liminaire. Oui. Et puis peut-être on reviendra sur la question peut-être des emplois, même si c'est une question très technique, c'est une question importante quand même sur l'avancement du... Ah. Donc si vous pouviez parler un peu plus dans le micro. Je disais oui, effectivement, c'est mieux comme ça. Bon. On va revenir après sur la question des emplois et pour permettre à la société de projet de recruter pour l'exercice 2018. La position du gouvernement, elle est claire. Il n'y a pas de désengagement de l'État sur le canal Seine-Nord-Europe. Il y a la volonté de l'État de faire les choses sérieusement. Et il faut le dire, sur ce dossier, depuis plusieurs années, malgré les déclarations d'intention, beaucoup de sujets ont été mis de côté, qu'on retrouve aujourd'hui au moment de lancer la réalisation. Je prends deux exemples. On a la question du milliard d'euros d'engagement de l'État du protocole de fin 2016. Ce milliard d'euros, aujourd'hui, est incompatible avec les capacités de financement de l'AFITF. L'AFITF, vous le savez tous, ça représente un peu plus de 2 milliards d'euros par an de crédit. Donc 1 milliard pour le canal Seine-Nord, 2 milliards d'euros de crédit pour l'ensemble des projets à l'échelle nationale. Donc il fallait trouver une solution à ce problème. Et trouver une solution, ça prend quelques temps, quelques semaines, quelques mois. C'est le travail qui est engagé à la suite des décisions du Premier ministre préalablement au Conseil de surveillance que citait Monsieur le Président du 3 octobre dernier. Deuxième sujet, le plan de financement du canal Seine-Nord comportait une impasse financière de 700 millions d'euros sur les 4,9 milliards que compte le projet. 700 sur 4,9 milliards, c'est une impasse qui a toujours été mise de côté en disant que ce serait traité par un emprunt. Aujourd'hui, le gouvernement et les collectivités locales souhaitent traiter complètement cette question avant de pouvoir lancer le canal. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Sur les questions de régionalisation de la société de projet, il y a des discussions techniques entre l'État, le ministère des Finances, le ministère des Transports et également les services des 6 collectivités locales, des 2 régions, des 4 départements qui sont autour de tables financiers. Moi, la position d'Elisabeth Borne, de la ministre des Transports, c'est qu'il n'y a pas de raison que l'État se retire d'un conseil de surveillance d'une société régionalisée en restant naturellement minoritaire. C'est le sens de la régionalisation. Il n'y a pas d'absence de retrait de l'État, même si ces hypothèses ont pu être évoquées au niveau technique dans le cadre des groupes de travail. Il n'y a pas de retrait pour la ministre des Transports.
Donc tout ça doit encore être consolidé pour arriver à un accord total avec les collectivités locales sur le schéma de régionalisation, mais aujourd'hui cette orientation-là, elle est claire. Peut-être un dernier point sur la question qui avait été évoquée par un des intervenants de la participation de l'État de ce milliard d'euros. Je ne reviens pas encore une fois sur l'impasse financière, sur les 10 milliards d'euros d'impasse sur la durée du quinquennat. Naturellement, ce milliard d'euros, sur ces 4,9 milliards du projet, nécessite le recours à des ressources nouvelles. On peut toujours dire que c'est des crédits budgétaires, mais sauf qu'au bout d'un moment, si on empile les demandes à l'échelle de la France entière, tout simplement, ça ne passe pas dans les purs. Et du coup, à partir du moment où les décisions de faire les projets sont confirmées, à ce moment-là, il faut trouver de nouvelles ressources de financement. On est sur un schéma, l'orientation qu'a fixé le Premier ministre, c'est de pouvoir recourir à un schéma type Société du Grand Paris, c'est-à-dire de pouvoir financer la participation de l'État en ayant recours à des nouvelles ressources qui sont prélevées à l'échelle régionale. Donc, plusieurs possibilités sont actuellement à l'étude. Aujourd'hui, clairement, aucune décision n'a été prise sur la nature de ces ressources, tout simplement parce que ces décisions devront être prises en accord avec les collectivités locales. On n'est pas dans un schéma où l'État décide unilatéralement, on est sur un schéma donc, de partenariat avec les collectivités locales, il y a des discussions techniques à ce sujet, et ensuite, la phase de décision au niveau politique entre les ministres des Transports, des Finances et les présidents des exécutifs locaux interviendra très rapidement. Un dernier point, et j'en termine là, sur la question du financement européen. Aujourd'hui, sur un projet qui fait donc 4,9 milliards, presque 5 milliards d'euros, l'Europe annonce financer à hauteur de 40%, donc 2 milliards sur les 5 milliards. L'Europe est un partenaire un peu particulier puisque c'est un cofinanceur qui dit « je mets 700 millions d'euros jusqu'en 2020 », à peu près au milieu du chantier, et après 2020, on a une intention de mettre 40%, mais effectivement aucune garantie de les obtenir. Pardon, mais le programme de subvention européen se fait sur des périodes de 5 à 6 ans. Aujourd'hui, on est sur un régime de subvention qui couvre 2014-2020. Au-delà de 2020, l'Union européenne, la Commission nous dit qu'elle a l'intention de poursuivre son financement à 40%, mais qu'il n'y a pas les engagements budgétaires formels correspondant derrière. Et donc, sur ces 2 milliards d'euros, on dispose de 700 millions aujourd'hui, 1,4 milliard à venir, mais c'est comme disait M. le Président, les déclarations, c'est bien, mais les preuves, c'est bien aussi, et c'est parfois mieux. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir avec les collectivités locales une discussion sur qu'est-ce qui se passe après 2020, notamment si ces 40%, ce 1,4 milliard qui reste à verser, ne devait pas être au rendez-vous. C'est une question qui a tranché. Encore une fois, on peut faire l'impasse sur cette question aujourd'hui et se réveiller en 2021 en disant qu'on a un problème. Moi, je pense que quand même le sérieux impose de traiter cette question dès maintenant. Un dernier point, et après... Voilà, j'ai beaucoup de demandes de parole, j'ai Xavier Bertrand qui veut réagir, et j'ai encore une dizaine de sénateurs qui veulent s'exprimer. Vous avez fini ? Bon. Oui, tout de suite pour le débat. La mise en cause de l'Europe n'est pas acceptable. J'aimerais que l'État fonctionne comme l'Europe sur ce dossier. Mais excusez-moi, monsieur, je ne vous cherche pas querelle personnellement, vous êtes le représentant d'un ministère, c'est donc l'État qui est responsable. C'est donc pas vous personnellement. Mais vous voyez l'argumentation qui est développée dans les trucs techniques en disant « Mais non, parce que même si l'État fait, on n'est pas sûr de l'Europe. » C'est faux. C'est faux. Parce que dans ces cas-là, comment pouvez-vous garantir le milliard ? La prochaine élection présidentielle aura lieu dans 4 ans. D'autre part, vous dites qu'il y a une impasse de Laffitte. Il n'a jamais été demandé à Laffitte de payer 1 milliard d'euros l'an prochain. Hein, parce qu'on est maintenant sur un engagement, à un moment donné, on a parlé de 10 ans, de 25 ans, de 40 ans. De 40 ans. Donc, je ne veux pas faire le débat, mais vous voyez l'argumentation qui consiste à dire, en fin de compte, nous, État, vraiment, on est au rendez-vous, hein, on est vraiment au rendez-vous, mais maintenant, c'est l'Europe le problème. Et excusez-moi, personne n'a le droit de mettre en cause l'engagement et la position de l'Europe. J'aimerais que tout le monde ait le sérieux européen sur ce dossier. Bien, on reprend les demandes de parole des différents collègues. Donc, Monsieur Vattebled. Merci, parce que j'ai une commission à 10 heures. Bon, simplement, moi je suis un novice et je regarde un peu avec beaucoup
Un œil nouveau, mais ce que je me rends compte aujourd'hui, bon, d'observation, c'est vraiment la différence entre la parole et les actes. On n'est pas à la télévision, mais vraiment, on a une volonté forte de faire quelque chose pour ce canal, et on sent bien, à travers ce qui est dit, qu'il y a une volonté de bloquer. Alors, est-ce que l'on veut entériner en mettant des prolongations, traîner jusqu'à la date butoir? Moi, j'aimerais savoir quand est-ce la date butoir pour être encore dans les clous, parce que c'est très important d'accélérer le mouvement, parce qu'on comprend bien à travers le représentant de l'État qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. L'État est toujours là, comme vous l'avez dit, Président. Il est même plus que là, puisqu'il ne met même plus de sous maintenant. Donc, dès l'instant qu'il n'est plus en engagement, on peut faire nous-mêmes les choses. Mais on trouve toujours quelque chose qui ne va pas. On le demande, comme vous l'avez très bien dit, une seule chose, c'est qu'il s'engage dans les négociations à haut niveau, au niveau de l'Europe. Et le reste après, on pourrait encore s'en débrouiller. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est de dire à Madame de Normandie, on ne doit pas s'opposer pour grandir dans un pays. On n'est pas représentant que d'un coin, d'un secteur ou d'une région, on est représentant de la France. Et je pense qu'on a intérêt à travailler côte à côte. Vous regardez la carte, vous avez Le Havre et Dunkerque. Regardez l'espace et de l'autre côté, vous avez Zeebrugge, Gand, Anvers, Rotterdam. Et tous les grands chargeurs, tous les conteneurs passent devant notre voie maritime, entre Le Havre et la mer du Nord. Et on ferait bien de les arrêter un tout petit peu. Donc ce n'est pas une question de prendre votre fret ou de prendre le fret, il faut aller prendre le fret là où il va. Et on voit depuis des années ces super conteneurs qui passent devant chez nous, ces tankers, et ils ne s'arrêtent pas chez nous. Donc le seul but, c'est de les arrêter chez nous. Et avec cette liaison du canal Seine-Nord, au lieu de partir de Anvers ou de Zeebrugge ou de Rotterdam, eh ben on les aura soit au Havre, et on souhaite s'arrêter d'abord chez vous, c'est pas un problème, et qu'ils s'arrêtent aussi chez nous. Et on est très très en retard, vous l'avez très bien dit, 25 ans de retard. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, le retard, on a 25 ans de retard déjà dans nos structures, mais je pense qu'avec la parole ou l'engagement de l'État, c'est pas 25 ans qu'on va prendre de retard, ça va être un siècle. Merci Madame Létard. Quand on regarde les Hauts-de-France, la France, toute la façade maritime de l'autre bout du monde, c'est quoi la différence? C'est la même façade maritime et c'est vrai que c'est une nécessité de regarder ça de façon complémentaire. Maintenant, monsieur le représentant de l'État, c'est vrai que ce que Xavier a dit sur dire que l'Europe n'est peut-être pas un partenaire fiable, qui dit aujourd'hui 700 à 800 millions d'euros, on verra pour le reste. C'est parce qu'on traîne depuis des années sur ce projet que l'État n'enclenche pas la mécanique alors que toutes les collectivités étaient au rendez-vous, qu'on a dû décaler dans le temps. Et j'attire votre attention sur le fait que grâce à Dominique Riquet, au travail de Xavier Bertrand, on obtient de la part de l'Europe, alors qu'on est en train de redécaler sans cesse l'engagement qu'il a promis à hauteur de plus de 2 milliards d'euros, son démarrage. Eh bien, moi, je trouve que l'Europe est formidable de continuer à être à nos côtés. D'autant plus formidable que, par ailleurs, la politique de cohésion apporte à la région Hauts-de-France plus de 4 milliards d'euros pour la solidarité européenne en direction de la région qui en a besoin. C'est-à-dire bien plus que l'État français. Donc, merci l'Europe. Et c'est vrai que maintenant, une fois qu'on a dit ça, ne pas avoir la garantie que l'État reste fortement autour de table, s'engage sous forme de solidarité nationale, parce que vous le savez, monsieur, la question qui se pose sur le milliard d'euros de contribution de l'État aussi, c'est la façon dont l'État cherche à l'apporter, sous forme d'un financement annuel sur une durée longue et par une ressource qu'on vient chercher sur les habitants de la région. Ce n'est pas vraiment une forme de solidarité nationale telle qu'on pourrait l'attendre. C'est-à-dire que par définition, la solidarité nationale, elle est portée par un financement national. Vous savez très bien que pour accompagner la deuxième phase du projet Seine-Nord, on va demander aux collectivités locales d'accompagner l'aménagement des ports intérieurs, de la façade portuaire, c'est-à-dire beaucoup d'engagements financiers sur lesquels collectivement tout le monde est parti. Bref, il y a une contribution de la part de la région avec ce que Xavier Bertrand a proposé qui est massive et on attend le minimum de l'État qui était maître d'ouvrage, qui est toujours maître d'ouvrage. Aujourd'hui, une proposition est faite par les acteurs des toutes les collectivités, toutes les forces vives du territoire, c'est de s'engager encore plus. Mais ce projet, ce n'est pas un projet régional, c'est un projet national d'intérêt européen. Et il faut qu'il reste un projet national d'intérêt européen, même si la région prend une part énorme. Il faut resituer ce problème-là. On ne peut pas minimiser un projet qui doit apporter à terme 40 000 emplois parce qu'on va développer non seulement la façade littorale, mais aussi les ports intérieurs. Merci beaucoup, Monsieur Corbizet. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil régional, mes chers collègues, peut-être un dernier argument pour vous, ceux qui ne sont pas forcément concernés, mes chers collègues, ici, par ce canal Seine-Nord. C'est le dernier enjeu que tout le monde sous-estime, c'est que le canal Seine-Nord a peut-être aussi un enjeu en matière de santé publique. Et il faut remonter ça à la Première Guerre mondiale,
puisque durant la Première Guerre mondiale, le nord de la France, c'est 1 milliard d'obus, 55 milliards de balles, dont 20% n'ont pas explosé. Et dans ces munitions, il y a un propulseur chimique qui s'appelle le perchlorate d'ammonium, qui est très soluble dans l'eau et qui est très toxique. Or, pour les normes de l'ANSES, à 4 microgrammes par litre d'eau de perchlorate, l'eau du robinet est interdite pour les nourrissons de moins de 6 mois. Et à 15 microgrammes par litre, l'eau du robinet est interdite pour les femmes enceintes ou les femmes allaitantes. Et le nord de la France, on a entre 30 et 35 microgrammes de perchlorate par litre d'eau du robinet. Alors, les mauvaises langues diront que la Dodge Qualität, c'est pas uniquement chez Volkswagen, c'est peut-être aussi dans la poudre à canon allemande. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème de santé publique dans notre région. Et nos fermiers ont les solutions chimiques pour pouvoir enlever ce perchlorate, mais qui pourrait augmenter de plus d'1 euro le mètre cube ou 1,50 €. Et le canal Seine-Nord pourrait être effectivement une solution pour nous avoir une eau potable de qualité. Donc si effectivement notre population a besoin de cette eau de qualité déjà dans un territoire ô combien pollué, et ce canal de Seine-Nord sera certainement une très bonne solution. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Houllegatte. Oui, Jean-Michel Houllegatte, donc sénateur normand, et je peux vous rassurer, les Normands sont absolument favorables au projet. La question qu'on pose, j'ai deux remarques. La première, c'est que c'est vrai, on s'inscrit dans le cadre d'un schéma national et même européen de multimodal, schéma logistique qui comprend, et ne l'oublions pas, au-delà du fluvial, le routier et le ferroviaire et le ferroutage, notamment la connexion sur les fameux corridors européens, qui est aussi une complémentarité. Moi, je comprends, je voudrais pas défendre l'État ici, mais je comprends que l'État stratège, d'une certaine façon, ne souhaite plus être l'État investisseur qui va financer des pyramides pour enterrer des morts. C'est-à-dire, quelle est la viabilité du projet et qu'on puisse s'interroger sur justement la nécessité, puisqu'il y a, j'ai cru comprendre, 50 millions de tonnes qui transitent en camion par l'autoroute A1, donc quelle modalité pour capter ces flux, et à partir du moment où il va y avoir une taxe spéciale qui va être, je pense que c'est une erreur que cette taxe soit régionalisée, mais ça c'est un autre sujet, sur les modalités de pouvoir, entre guillemets, décourager le fait que les transporteurs préfèrent et continueront peut-être, sans doute, s'il n'y a pas la prise en compte du coût réel de la route et des infrastructures routières au juste prix, eh bien préféreront continuer à utiliser l'autoroute A1 plutôt que emprunter, de charger sur le fluvial. Donc comment véritablement capter des flux qui vont permettre à l'État et aux autres peut-être de rembourser ce 1 milliard sur 40 ans en asseyant la redevance sur une taxe spéciale. Juste un point pour corroborer ce qui est dit au niveau européen, c'est que l'Europe n'attend pas. C'est-à-dire qu'après 2020, les crédits risquent d'être perdus s'il n'y a pas un début de certitude d'engagement, d'où la nécessité de l'urgence du projet. Si on continue à faire lanterner l'Europe, l'Europe va dire la parole de la France n'est pas crédible, donc à partir de ce moment-là, je ne vais pas gager des crédits qui risquent de ne jamais être utilisés. Ça, c'est la règle d'utilisation des fonds européens sur les programmes. Merci beaucoup. Madame Rossignol. Oui. Juste après. Merci. En complément de ce qui a été déjà très bien expliqué à la fois par le président de la région Hauts-de-France et par les différents collègues, peut-être quand même voir aussi que dans ce dossier, c'est une question démocratique qui est en cause. L'État, par son attitude aujourd'hui, jette le trouble sur au moins 4 domaines. Le premier, c'est celui de la parole de l'État. D'abord, la parole d'un candidat devenu président. Ensuite, la parole de l'État dans sa capacité à assurer la continuité de ses engagements sur des dossiers de grandes infrastructures. Deuxième sujet, c'est la parole de l'État dans son engagement contre la lutte sur le dérèglement climatique. Je ne sais pas comment on peut à la fois annoncer qu'on est les porteurs de l'accord de Paris au plan international, qu'on a comme ambition une réduction drastique des émissions de CO2 à un horizon relativement court, et en même temps ne pas engager les investissements indispensables dans les infrastructures qui doivent permettre la baisse des émissions de CO2. Et
pour répondre à notre collègue sur la manière dont se ferait le report modal, toutes choses égales par ailleurs, on reproche souvent à la ville de Paris d'avoir réduit la place de la voiture avant d'avoir mis en place les infrastructures alternatives. Dans l'affaire du canal Seine-Nord, on met en place les infrastructures alternatives pour réduire la circulation sur l'autoroute A1. En fait, je voudrais attirer l'attention de l'État sur une autre dimension qui est pour moi pas sans importance. Notre région est une région majoritairement très eurosceptique. Et quand je dis eurosceptique, c'est une litote sur le ressenti par rapport à l'Europe. Nous avons là une belle occasion de réconcilier les habitants avec l'Europe. D'abord pour montrer que l'Europe, elle, tient ses engagements. Et c'est pour ça que c'est pas bien de la part de l'État de mettre en doute la continuité européenne parce que ça accroît la distance vis-à-vis de l'Europe. Et ensuite, c'est l'occasion de montrer aussi à nos habitants que l'Europe est porteuse de grands progrès et d'investissements qu'elle peut l'être. Donc il y a une dimension politique importante. Et enfin, à titre un peu d'amusement, je voudrais dire que puisque le « et de droite et de gauche » est ce qui est la nouvelle règle en politique, ça fait très longtemps que dans les régions Picardie et Hauts-de-France, nous pratiquons le « et de droite et de gauche » autour du canal Seine-Nord. Argument qui pourrait peut-être convaincre l'État aujourd'hui. Monsieur Dagbert, qui pensait que j'avais oublié. Merci Président. Permettez-moi de saluer le président de la région des Hauts-de-France qui a rappelé combien les collectivités avaient été promptes à se mobiliser, et ça vient d'être redit par notre collègue. L'ensemble des élus, toutes tendances confondues. Moi, je voudrais revenir quand même sur un point qui aujourd'hui me crispe un peu, c'est ce que je viens d'entendre du représentant du ministère. On vient de le dire, on est face à une population qui doute énormément de la capacité du politique à répondre à un certain nombre de défis. Et alors, lorsqu'il s'agit de l'Europe, n'en parlons pas, c'est plus que de l'euroscepticisme, hein, et on l'a encore constaté il y a peu. Et par conséquent, je voudrais que dans nos interventions, on fasse bien la part des choses. L'État, c'est nous, collectivement, et je pense qu'à différents niveaux de responsabilité, les élus locaux, et notamment les départements et les régions, ont pris leurs responsabilités. Et là, il y a un gouvernement qui, depuis l'annonce du Premier ministre de la remise à plat de l'ensemble des grandes infrastructures et la mise en œuvre du Conseil d'orientation des infrastructures qui doit permettre d'y voir un peu plus clair, y compris dans leur financement, eh bien, n'a de cesse de trouver des arguments pour retarder la clarification sur ce dossier éminemment important à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et sans doute européenne. Je veux d'ailleurs saluer le travail de reconfiguration qui avait été conduit par notre collègue parlementaire Rémi Pauvros, tout comme le fait que sous le précédent gouvernement, on était passé d'un accompagnement de l'Europe de 6% à 40%. Et donc il faut rappeler l'ensemble de celles et ceux qui sont intervenus sur ce dossier déjà long. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir un discours qui laisserait à penser qu'à l'heure où les collectivités, une fois encore, sont obligées de monter en première ligne pour manifester l'impériosité de ce dossier, à quel point il tient à cœur à la fois aux élus, mais en termes de développement économique, il est primordial pour les territoires, eh bien, on ne peut pas laisser les collectivités dans la société de projet avec un doute quant à la présence de l'État au sein de la société de projet, avec une hypothèque sur le deuxième versement des fonds européens, alors même qu'on viendrait à se donner toutes les conditions pour ne pas remplir les critères qui permettraient à l'Europe de faire face à son engagement. Et par conséquent, je veux dire aujourd'hui, à la faveur de l'audition, et je remercie encore le Président d'avoir provoqué ce temps d'échange, il est plus que temps aujourd'hui de réaffirmer de la part du gouvernement
ne parle pas d'État, moi, je parle du gouvernement. Il faut que le gouvernement dise oui ou non, on y va ou on n'y va pas, et qu'il clarifie dans quelles conditions il reste aux côtés des territoires. Surtout, vu l'effort qui est fait par les territoires concernés, j'ai le sentiment, pour avoir vu la revue des projets au sein du Conseil d'orientation des infrastructures, il y a très peu de collectivités qui s'engagent sur des infrastructures en région. Donnez-moi le montant sur lequel s'engagent les autres collectivités concernées par le Lyon-Turin ou en région Aquitaine ou dans d'autres régions, c'est zéro. Il n'y a que sur ce dossier où vous verrez les collectivités prendre leurs responsabilités au niveau qui ont été rappelés par mon collègue Christian Manable. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Madame Filleul. Oui, merci Monsieur le Président. Organiser cette table ronde. Donc je voulais, à l'instar de mes collègues, insister sur le fait que les élus, toutes sensibilités confondues des départements et des régions, se sont déjà largement mobilisés, ont déjà largement financé un certain nombre d'opérations autour de ce canal Seine-Nord. Je voulais, comme mon collègue Dagbert, faire référence à la mission Pauvros, qui avait permis de faire augmenter considérablement les financements de l'Europe sur ce dossier. Souligner également qu'il avait très bien travaillé avec Dominique Riquet, qui est un appui absolument extraordinaire au niveau européen pour maintenir ces fonds dans le projet Canal Seine-Nord. Je voulais, comme mes collègues, insister sur le fait que ce canal, c'est un espoir extraordinaire pour une région qui n'a pas connu de grands projets depuis plus de 30 ans et qui voit encore aujourd'hui ses emplois industriels en particulier diminuer, que c'est un espoir pour tout le nord-ouest de l'Europe. Vous l'avez les uns et les autres évoqué, en particulier vous, Monsieur Bisset, pour organiser l'Europe des transports, et également un espoir pour le transfert modal. Et de ce fait, en conclure que malheureusement, là-dedans, on voit bien que si la région prend ses responsabilités, et il faut en remercier Monsieur Bertrand, l'État se dédouane en fait de ce grand projet majeur d'infrastructures sous différents prétextes. Il se refuse également à jouer son rôle de chef d'orchestre en termes de stratégie portuaire, mais je dirais également qu'il inflige, et moi c'est ce qui me paraît le plus grave, il inflige vraiment un camouflet à la population régionale qui ne demande pas l'aumône, mais ne demande que les conditions de son développement. Et je pense que cela ne sera pas sans laisser de séquelles, malheureusement pour l'avenir, et les votes extrêmes dont il a été question dans les interventions liminaires. Merci Madame Filleul. Je vais donner la parole à Monsieur Bignon en lui rappelant que c'est pour 2 minutes maximum. Monsieur le Président, j'ai bien compris que ça serait 2 minutes. J'en ai déjà mangé 10 secondes. Je voulais vous remercier d'abord parce que je pense qu'au-delà de la table ronde, cette réunion s'interprète à mes yeux comme une occasion d'exercer un contrôle dans nos activités parlementaires, qui est beaucoup plus puissant que simplement on fait une table ronde, on discute et puis on se quitte en disant comme tout va bien ou tout va mal, mais voilà, conseil tenu par les rats, comme je dis souvent. Quand il faut délibérer, la cour en conseiller foisonne. Quand il s'agit d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne. C'est une très belle fable de La Fontaine. Et elle est souvent pratiquée par les assemblées parlementaires. Donc, le contrôle est quelque chose de fondamental qu'on n'exerce pas assez. Et je suggérerais que cette réunion ne soit pas la dernière du genre sur n'importe quel sujet, mais en particulier sur celui-ci, et qu'on ait l'occasion, si les interlocuteurs qu'on a eus ce matin voulaient bien revenir dans quelques semaines pour faire un point avec nous, si vous en étiez d'accord, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, je pense que ça serait quelque chose d'extrêmement utile. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je voulais remercier les collègues qui sont venus nombreux, ce qui veut dire que ça dépasse également. On a souvent des tables rondes où la présence est beaucoup plus claire. Troisièmement, je voudrais remercier le président Bertrand d'avoir parlé vrai. C'est une de ses caractéristiques, mais il l'a fait avec encore plus d'allant que d'habitude. Ça ne me surprend pas compte tenu du sujet, compte tenu de son engagement. Et je terminerai en disant une chose qui me paraît une évidence, c'est que jamais l'Europe, faut se mettre ça dans la tête, jamais l'Europe n'aurait financé un projet avec 40%, c'est-à-dire 2 milliards, le projet le plus important qu'elle finance s'il s'agissait d'un projet Hauts-de-France.
C'est même risible d'y penser. On n'avait aucune chance d'avoir 40% de crédit et 2 milliards si c'était un sujet. C'est évidemment un sujet européen, c'est évidemment un sujet national, et on ne veut pas nous en vouloir quand même de dire que comme c'est sur notre territoire, c'est un sujet qui nous concerne, les gens des Hauts-de-France. Mais je serais tenté de dire accessoire par rapport aux deux premières importances, l'Europe et la France, qui a besoin d'avoir une politique territoriale qui soit importante sur le problème intermodal, et ça en fait partie. Merci Monsieur Bignon. Monsieur Revet, pour 2 minutes. Oui, maximum. merci Monsieur le Président. Donc j'attaque tout de suite. 2 réflexions et une proposition. 2 réflexions et une proposition. La première réflexion, c'est que j'ai été le rapporteur en 2008 de la création des grands ports maritimes. Je suis encore le rapporteur du budget de la mer, et je remercie Michel Vaspart, parce que je ne pouvais pas être là vendredi, de l'avoir présenté. Mais donc tous les problèmes maritimes m'intéressent, et sur l'ensemble des ports, parce que je crois qu'il faut faire un tout. Il ne faut pas rester localisé sur tel port. Et nous avons besoin de travailler ensemble, Dunkerque, Le Havre, Rouen, Paris. C'est indispensable. Bien. Deuxième réflexion. Je crois qu'il faut être clair. L'État n'a plus de sous. Il est obligé, non mais soyons clairs, il est obligé de racler les fonds de tiroir pour essayer d'éviter un trop grand déficit budgétaire, et il faudrait le regarder de près. La FIT, qui avait été créée pour financer des grands projets, de la même manière que l'État, Bercy, a prélevé de l'argent sur les agences de l'eau, eh bien, un pourcentage important du budget de la FIT a été aussi pour financer le budget général de la nation. Donc, de ce côté-là, si on les retrouvait, ça permettrait de... Alors, ma suggestion, Monsieur le Président, j'ai ça. Je ne sais pas qui a fait la carte, mais ça peut expliquer aussi des réserves, notamment de Rouen et du Havre. J'aurais suggéré que la ligne... il y a le blanc, en dessous il y a le bleu, qui donne l'impression qu'on va directement vers Paris en venant du Nord, et on aurait dû mettre, et ça va être ma suggestion, on aurait dû mettre en bleu aussi pour aller jusqu'à Rouen et Le Havre. Mais j'en arrive là, Monsieur le Président des Hauts-de-France. Pourquoi, puisque l'État, on sait, n'a pas d'argent, il a des dispositions à prendre, l'État, s'il n'y a pas d'argent, il ne faut pas qu'il freine les projets, comme c'est le cas tout de suite pour la Châtière-Wavre, c'est clair. On fait des études, on repousse, et on a bien compris que pour le restant, c'est pareil. Puisqu'il n'y a pas d'argent, pourquoi ne pas mobiliser ensemble les 3 grandes régions du Nord-Ouest, bien sûr les Hauts-de-France, Île-de-France et la Normandie. À la place de l'État. Bien, monsieur... Alors, non, mais attends. Ou bien on fait un constat et on sait qu'on va encore reporter. J'ai encore 2 demandes de prise de parole. On travaille ensemble et on avance, puisqu'il y a encore de l'argent, l'Europe. On va finir une prise de parole, non ? Je peux juste sur ce point précis. Il y a une ligne rouge pour nous. On ne peut pas mettre plus d'argent. L'État, aujourd'hui, ne va pas payer avec des crédits budgétaires, ni l'emprunt, ni effectivement le milliard. Mais Charles, si on va plus loin, on nous fait grimper au rideau. Aujourd'hui, demain, au double rideau, comment on fait ? On n'est pas plus riche que l'État, on l'est même moins. Et je n'engage même pas la discussion sur les difficultés que l'on a dans le dialogue aujourd'hui avec l'État. C'est même pas ça. La vraie question qui est posée, c'est celle de la continuité républicaine, la continuité de l'État. Ça n'a pas été annoncé un jour comme ça, excusez-moi. Ce n'est pas des touristes qui sont venus parler du canal. C'est des présidents de la République en exercice. On a signé des choses. On nous a fait délibérer sur des conventions financières. La vraie question qui se pose, l'État a une parole, oui ou non, avant même de savoir s'il est aménageur. Mais moi, je ne rentrerai pas dans la logique. Bon, allez, vous allez encore en remettre un peu. Oh, on ne peut pas, nous. Et après, il y a aussi un autre sujet qui est posé. Tu vas parler des agences de l'eau comme de la FIT. À chaque fois qu'il y a des crédits, ces crédits ont un effet de levier. L'agence de l'eau, de 100 millions d'euros, ça fait 700 millions d'euros de travaux. Ça ne fait pas de la TVA, ça ? Ça ne fait pas des charges sociales, ça ? Qui sont payées pour financer la solidarité. La vraie question, c'est pareil pour la FIT. Je pourrais vous parler d'autres dossiers qu'on a aujourd'hui en souffrance, pas en instance, avec l'État. À chaque fois qu'il y a cet effet de levier, ça génère plus de recettes. Et il faudrait arrêter de calculer comptablement
en regardant ce que ça permet d'économiser au budget de l'État, mais de voir ce que ça génère comme activité et comme richesse pour l'ensemble de la nation. Mais la vraie question qui est posée, celle qui a été posée tout à l'heure par Laurence Rossignol, ça vaut quelque chose ou pas? La signature. La signature. Où est-ce qu'il faut aller en justice maintenant pour faire respecter la signature comme dans tout contrat? Ça, c'est une vraie question. Bien, on termine les demandes de prise de parole avec M. Bigot, M. Marchand et M. Rapin, et après on s'arrête là. Donc M. Bigot. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Donc moi, je ne suis pas élu ni du Nord, ni de la Normandie, ni de l'Île-de-France. Je viens de prendre connaissance du dossier. Hein. Et je livre mon sentiment et je vais poser quelques questions également. J'ai l'impression qu'il s'agit effectivement d'une infrastructure vitale pour le territoire. Et surtout, elle a été portée, y compris financièrement, par les élus qui inventent là, en quelque sorte, une politique d'aménagement du territoire très transversal, à la fois dans les investissements et en même temps pour tout ce que ça va générer comme modification, à la fois des flux commerciaux et même d'une réorganisation économique. Ce que j'ai pu constater également, c'est que devant la frilosité et les tergiversations de l'État, quelles seront les réactions de nos voisins belges, parce qu'il s'agit quand même d'un projet qui dépasse le territoire national et qui est un sujet européen. Il risque d'y avoir des conséquences sans doute à envisager si le dossier traîne trop. Et est-ce qu'on a une vision globale du calendrier des négociations avec l'État? Voilà, Monsieur le Président, j'ai tenu 2 minutes. C'est absolument parfait. Monsieur Marchand. Oui, non, je vais essayer d'être encore plus rapide. Sur un sujet qui est devenu un véritable sujet totémique dans la région Hauts-de-France, et la dernière campagne pour les élections sénatoriales a permis de démontrer effectivement aux uns et aux autres la réalité très prégnante du sujet. Et moi, ce que je trouve très intéressant, pour rejoindre ce que disait le sénateur Bignon dans l'initiative de ce matin, c'est que finalement, c'est un sujet qui devient totémique à l'échelle de la représentation nationale, avec cette rencontre que nous avons ce matin. Et moi, je relayerais bien volontiers la proposition qui est faite, parce que j'entendais bien évidemment notre collègue normande s'exprimer. C'est vrai qu'il y a des craintes légitimes autour de ce sujet. Il y a des craintes qui ont été surexploitées aussi par certains. Il y a des craintes aussi légitimes qui n'ont pas été forcément exprimées ce matin, mais que j'entendais par rapport aussi à nos voisins belges, où beaucoup disent effectivement, mais le canal Seine-Nord-Europe, à qui il va servir si ce n'est qu'à Anvers, qu'à Rotterdam ou qu'au port belge. Donc je pense qu'il y a des éléments de langage qu'il faut que nous tenions de manière collective. Et moi, je serais preneur qu'on puisse organiser, pourquoi pas à l'intérieur de notre commission, une espèce de collectif de sénateurs de France entière qui puisse effectivement être dans le suivi et dans le contrôle aux côtés du président Bertrand, que je remercie de son engagement très très fort. Et je pense que s'il y en a un qui a réussi à faire changer les lignes, à faire bouger les lignes sur ce sujet, avec là aussi, je crois qu'il faut qu'on soit très prudent quand on parle de la parole de l'État, quand on parle du vote protestataire. N'allons pas non plus nous aussi entretenir cette petite musique et n'allons pas faire en sorte que finalement la défiance qui est déjà grande de la part de nos concitoyens le soit davantage encore, en expliquant aujourd'hui par A plus B que finalement l'État n'est pas au rendez-vous. Pour tout un tas de raisons qui ont pu être exprimées, bien évidemment, le projet connaît aujourd'hui quelques difficultés, mais comme dit l'autre, là où il y a une volonté, il y a un chemin, et moi je suis persuadé qu'au bout du bout, ce canal Seine-Nord verra le jour. Merci beaucoup. Dernière prise de parole, Monsieur Rapin, et ensuite l'ensemble des intervenants pourra répondre. Et Monsieur le Président, merci. Avec grand plaisir, je me retrouve au sein de votre commission. Je ne voudrais pas trahir mes collègues des Hauts-de-France sans moi-même prendre la parole. Mais simplement pour dire plusieurs choses, c'est qu'on est souvent intervenu préalablement à cette table ronde au travers les auditions de la ministre, et c'était encore ici au mois d'avril. Souvenez-vous, nous avions pris la parole, Jean-Claude Leroy, qui est désormais président du département, moi-même, au nom de Jérôme Bignon aussi, pour dire à la ministre, voilà, que fait l'État et où en est la parole de l'État. Et moi, depuis le mois d'avril, j'ai l'impression que rien n'a avancé, si ce n'est la volonté des collectivités de faire avancer ce projet. Et le seul engagement qu'il y a aujourd'hui, c'est celui des collectivités par rapport à ce projet et non plus celui de l'État. Donc je ne suis pas de nature un polémiste, vous le savez, mais je pense qu'à un moment, il faut donner la carotte à l'âne et le faire avancer. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps qu'il y ait une position qui soit prise pour que les collectivités aujourd'hui soient garanties dans leur engagement à la fois politique mais aussi financier, dont on sait qu'il a une importance considérable. Et puis, je rejoins Charles Revet sur la politique maritime. Le Premier ministre a décidé que le bras armé de la politique maritime de la France, ce serait le comité France Maritime. C'est pas inventé, il l'a dit, ça fait partie des grands éléments du comité interministériel de la mer.
Et à ce comité France Maritime, les seules collectivités qui sont invitées, les seuls représentants, ce sont les régions. Donc ça veut dire que l'État a envie de travailler avec les régions. Donc moi j'ai une part de confiance, mais affirmez-la la confiance, montrez-nous aujourd'hui qu'il y a un réel engagement de l'État à côté de la région et des collectivités pour faire avancer un projet qui est à la fois un projet terrien, mais aussi à mon sens un grand projet maritime. Merci beaucoup. Donc Monsieur le Président Xavier Bertrand me dit qu'il doit partir rapidement, donc je lui donne la parole. À chacun. Pour le sénateur Bigot, les Belges sont totalement partie prenante. Et d'ailleurs, Ral, il y a une initiative du président de la Flandre que j'ai rencontré, qui a saisi le Premier ministre en disant « Oh, les Français, vous faites quoi ?» Parce que nous, on a fait les travaux pour aménager justement les ponts. On a déjà fait les travaux et le dernier qui reste à réaliser va l'être fait en temps et en heure. Eux, c'est aussi leur intérêt, ce qui montre bien que ce n'est pas un projet régional, ni même seulement franco-français, c'est qu'il a aussi une dimension européenne qui les intéresse tout particulièrement. Et ça, pour eux, c'est un point qui n'est pas négociable, ils veulent savoir où on va. Le calendrier, c'est en 2018 que tout se passe. Soit on a face à nous un partenaire loyal et on s'engage dans le cadre certainement de la loi mobilité et le transfert se fait, allez, on va dire, peut-être deuxième partie 2018, ça dépendra du vote que vous ferez, vous, la loi mobilité, ou alors on va voir très clairement si on a un État qui s'engage. Moi, ce que je note juste ce matin, parce que c'est très important, quels que soient vos territoires, vous partagez l'idée que ce projet est d'intérêt stratégique pour le pays et pour l'Europe. Quelles que soient vos sensibilités politiques, parce que ça n'arrive quand même pas si souvent que ça. Tout le monde partage aussi cette conviction. Et ça doit interpeller notre interlocuteur qu'est l'État. Quand tout le monde est d'accord, en faisant abstraction de la politique et en disant « ça, c'est de l'intérêt général », je pense que ça s'entend quand même. Je pense que ça s'entend. Et le dernier point, on ne peut pas mettre en cause, très franchement, vous cherchez à se défausser, notamment avec la question de l'Europe. C'est le seul projet qui a fait l'objet d'une déclaration politique de l'Europe. Le seul projet, à Tallinn. Si je ne me trompe pas, Monsieur Rollin, vous deviez y être, en tant que conseiller du ministre qui a signé cette déclaration avec le commissaire. Vous étiez dans d'autres fonctions, mais vous étiez présent. Ce qui montre bien qu'il y a clairement une volonté politique sur ce dossier. Donc moi, je demande, je suis transparent avec vous, je suis prêt à l'être dans de nouveaux rendez-vous, je demande à ce qu'on soit transparent et qu'on respecte non seulement les engagements et l'esprit des engagements. Je ne demande rien de plus, mais je me bats à la fois pour l'emploi et aussi pour la conception que je me fais également du rôle de l'État. Merci beaucoup. Je sais que Madame Duzinski voulait intervenir. Je vous remercie de me laisser la parole. Je voulais répondre à des questions qui m'ont été directement posées, notamment sur l'impact sur les ports normands. En fait, je n'ai pas vraiment dit qu'il n'y aurait pas d'impact, mais je suis persuadée que ce projet complète le projet de la vallée de Seine, pour lequel j'ai beaucoup travaillé aux côtés et de M. Antoine Ruffnac et d'Édouard Philippe, et ouvre les ports normands à de nouveaux marchés. Sans doute que ce projet va rebattre des cartes entre les ports, mais ce canal sera ce qu'on en fait. Ce canal est souvent vu comme pouvant aider encore plus les ports du Nord, et quand je parle des ports du Nord, je parle des ports belges et néerlandais. Je pense que ce canal va surtout aider les plus petits, parce que nous ne sommes pas en première ligue. Hein. Les ports français ne sont pas en première ligue dans les ports européens, mais sont en deuxième ligue. Et le canal ne peut aider que les plus petits. Anvers n'a pas attendu le canal pour se développer. Je vous rappelle juste quelque chose qui est très marquant. En 90, le trafic conteneur d'Anvers était équivalent à l'ensemble du trafic des ports français. Aujourd'hui, le trafic conteneur d'Anvers est 2,5 fois supérieur à celui des 7 grands ports maritimes français. Ce développement-là ne s'est pas fait grâce au canal Seine-Nord qui n'existait pas. Je voulais aussi dire, j'ai bien entendu les propos constructifs, mais je voulais aussi rappeler quelque chose d'important, c'est que sur ce projet, le canal Seine-Nord et Vallée de Seine sont quelque part dans le même bateau, puisque les financements européens alloués au canal Seine-Nord font partie de la même enveloppe que les financements européens alloués à la vallée de la Seine pour les développements fluviaux. Tous les financements de la fiche 2.2 du contrat de plan interrégional État-région de la vallée de Seine dépendent de ce financement européen et dépendent de la concrétisation des financements européens pour le canal Seine-Nord.
Concernant l'hinterland du port de Rouen, c'est un hinterland que je connais bien, essentiellement routier, à 70% routier. Le canal va aller dans les deux sens et peut aider le port de Rouen à rester un grand port céréalier européen. Aujourd'hui, je ne sais plus exactement où en est le port de Rouen parce que ces dernières années, le premier port européen céréalier était un port roumain, le port de Constanța. On a des ports globalement qui se sont reposés sur des acquis et qui ont eu une culture de rente, notamment liée au trafic d'hydrocarbures, c'est bien connu, mais liée aussi à un trafic céréalier qui était lié aux bonnes récoltes du pays, mais aussi aux guerres civiles dans d'autres pays ou aux mauvaises récoltes d'autres pays. Ça, c'est se reposer sur ses acquis. Le port de La Rochelle a su rebondir et a développé et structuré son hinterland et être un port céréalier en forte croissance ces dernières années. Je pense que Rouen a beaucoup à gagner, à utiliser le canal Seine-Nord et du coup à toucher d'autres marchés, à aller chercher des céréales plus loin, les massifier avec un coût rendu silo plus bas au port de Rouen qui permet de mieux exporter et que le port de Rouen reste compétitif. Enfin, pour finir, la réforme portuaire de 2008 a fait que nos grands ports maritimes sont des ports aménageurs. Le port de Rouen est en bonne situation financière. Je pense vraiment qu'on pourrait accompagner et que le port de Rouen devrait s'intéresser au canal Seine-Nord et pourrait imaginer investir dans des plateformes intérieures plus loin que son hinterland proche. Le port de Marseille le fait régulièrement sur la vallée du Rhône, sur Chalon-sur-Saône. L'ensemble des ports français doit changer de modèle économique et doit avoir cette culture de valorisation foncière, de financiarisation du foncier et d'équilibrage d'un modèle économique qui ne soit plus juste reposant sur les seuls trafics. Les ports du Nord, Anvers, Rotterdam, ont un modèle économique qui est très équilibré entre foncier et trafic. Et là, j'interroge vraiment le modèle économique de nos ports. Je vous remercie. Merci. Monsieur Buisset, vous vouliez intervenir, je crois. Oui, juste deux mots, revenir sur deux choses. Effectivement, un canal comme celui-ci, pour nous, et c'est vrai que le débat a eu lieu dans le monde agricole au départ de ce projet, ça va dans les deux sens. Les céréales peuvent rentrer aussi de l'extérieur. Mais le monde agricole en a bien discuté et a bien travaillé. Et franchement, on pense et on est persuadé que notre région et notre pays a un vrai avenir agricole à l'échelle du monde. Et même si on est en concurrence, c'est vrai, avec d'autres pays dans le monde qui redéveloppent leur agriculture, comme ils ne l'ont jamais fait, ces échanges doivent nous permettre d'avoir une industrie, et je cite encore les industriels qui sont dans notre région, Roquette, Tereos, Le Safre, ces grands groupes qui sont à l'échelle mondiale, de se redévelopper sur leur terre d'origine, parce qu'ils sont tous originaires de cette région, se redévelopper sur leur terre d'origine et créer de la valeur. Et véritablement, cette création de valeur, elle doit diffuser sur nos territoires ruraux. Et je reviens, parce que j'ai l'impression de vous avoir choqué avec mes allusions sur le vote extrême. Je suis maire d'une commune rurale. Je peux vous dire qu'il y a une déshérence dans certaines communes rurales de notre département. Monsieur Manable le connaît bien, mais aussi des départements voisins qui vont border ce canal. Et mon but, en tant qu'agriculteur et surtout en tant que président de Chambre d'agriculture des Hauts-de-France et représentant du monde agricole, et de permettre un développement économique de mon territoire, de nos territoires, et même à l'échelle de la France, et Dieu sait que j'en parle souvent avec mes collègues normands aussi, pour justement permettre à nos territoires ruraux d'avoir des solutions. Nos territoires ruraux sont en recherche de solutions économiques. On est en train, dans ce pays, de tout centraliser dans les grandes métropoles et dans les grandes villes avec des moyens. Mais il faut aussi, et je vous engage, à faire un travail sur le développement économique en zone rurale. C'est l'enjeu de demain, si on n'est pas capable, dans ce pays qui a une si belle image, cette France, de travailler sur le développement économique de nos zones rurales, on s'en va à la catastrophe.
Voilà ce que je voulais dire simplement. Merci beaucoup, Monsieur Rollin. Vous voulez intervenir en... C'est pas une obligation, c'est une question, c'est une proposition. Je ne veux pas revenir parce que c'est un sujet qui a été largement débattu. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à une vision totalement partagée ce matin. Loin de là. Si on y arrive après, ce sera déjà bien. Je crois qu'on est prêt à attendre cet après-midi même. Oui, on peut nous laisser quelques heures pour converger complètement. Non, cette question de la participation européenne, parce qu'encore une fois, je pense pas que ça doit devenir une sorte de point de crispation inutile. Encore une fois, l'idée n'est pas de dire que l'Europe est absente du projet ou remet en cause ses engagements, etc. Le simple constat que l'on fait, c'est de dire l'Europe n'est pas en mesure, pour l'ensemble des projets européens, de s'engager au-delà de 2020, parce que c'est pas sa procédure budgétaire. C'est pas parce qu'elle n'aime pas le canal Seine-Nord-Europe, etc. Elle a le même sujet sur le Lyon-Turin, sur le Brenner, sur tous les grands projets transfrontaliers. La position que l'on a, position du gouvernement, de l'État, c'est simplement de dire on prend acte de ce qui est malgré tout une incertitude, alors qu'on espère réduire le plus possible par des déclarations d'intention, comme la déclaration de Tallinn auquel faisait référence M. Bertrand, mais cette incertitude, elle subsistera quoi qu'il arrive. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas les procédures budgétaires de la Commission européenne. Et la position que l'on a, c'est de dire traitons ce problème maintenant, essayons de voir avec les collectivités comment prendre en charge ce risque si jamais il devait se matérialiser, sachant que l'objectif commun de l'ensemble des acteurs, c'est que ce risque ne se matérialise pas in fine. C'est de pouvoir arrêter ces règles de partage si jamais une difficulté devait survenir. C'est simplement ça. De notre côté, je ne suis pas sûr qu'on rend service au projet ou qu'on soit très sérieux en disant on a une intention, donc on ferme les yeux, il n'y a pas de problème et on verra ce qui se passe en 2021. Je pense que ce n'est pas très responsable comme attitude. Et c'est pour ça que dans les semaines qui viennent, dans le cadre des échanges avec les collectivités locales que l'on a à un niveau certes technique, mais il faut bien en passer par là, on puisse trouver une solution qu'on puisse valider au niveau politique assez rapidement. C'est ça le point que je pensais important de préciser. Merci beaucoup. Est-ce que M. Guimbaud voulait ajouter un mot ? Très peu de questions qui m'étaient directement adressées, sauf l'interpellation du président, mais il n'est plus là, donc difficile d'y répondre, mais je l'ai déjà fait en direct. Ma conviction quand même très très forte, donc vous avez vu que VNF se structure et s'organise pour être l'acteur exploitant mainteneur de ce canal, comme de l'ensemble de cette zone-là, et que franchement, qu'il ne le soit pas, serait à mon sens un mauvais coup pour le projet. L'expertise aujourd'hui d'exploitation, l'expertise du système et l'État VNF, c'est un projet national, vous l'avez dit. C'est un établissement public national et je pense donc que je soutiens avec force et j'essaierai de donner encore des preuves au président qui visiblement n'en a pas encore suffisamment pour bien lui expliquer l'intérêt qu'il y a à ce que, quel que soit l'avenir de tous ces débats qui dépassent beaucoup VNF, en tout cas l'exploitation et la maintenance de ce projet lui reviennent comme de l'ensemble de ce secteur. Voilà pour ce débat autour du canal Seine-Nord-Europe. Ce canal permettrait de développer le débouché fluvial qui doit bénéficier à tous les grands ports maritimes et fluviaux de la Seine à l'Escaut. Un projet qui a connu de très nombreux reports et qui est en débat depuis 30 ans. Reste que le gouvernement actuel n'y est guère favorable, ce qui fait craindre aux élus locaux un véritable désengagement de l'État. Vous avez d'ailleurs entendu l'inquiétude de Xavier Bertrand tout à l'heure dans cette table ronde. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les tables rondes sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.